Alors, je vais vous parler du X, donc d'expérience utilisateur, et puis un peu des humains qu'il y a derrière et du temps qu'il faut pour faire de l'UX dans de bonnes conditions. Je vais me présenter brièvement. Moi, je suis Raphaël Yarassari et je suis lead UX designer, psychologue, freelance. Enfin, vous rajoutez ce que vous voulez comme titre. Je m'en fous un peu. Tout ça depuis le dernier millénaire. Alors, j'avais fait un sous-titre à ma conférence, de l'art de la lenteur dans les processus de conception centrés sur l'usage. Donc c'est un peu long comme titre, mais je voulais juste éviter le slow X tout court, parce que c'est le genre de raccourci que je voudrais éviter. C'est un peu comme s'il existait une UX Fast and Furious. Je crois que malheureusement l'idée est un peu trop répandue. Il y a un peu des mythes qui commencent à traîner, genre on peut faire des tests utilisateurs dans des Starbucks vite fait en un quart d'heure et ça va être super utile. Bah, c'est peut-être super utile si vous travaillez pour Starbucks, mais si vous faites une application pour commander une centrale nucléaire, ça va pas trop marcher. Donc je voudrais apporter un peu de nuance, tout ça, sur cette mode peut-être de l'UX un peu rapide, de l'UX un peu guérilla. Je dis pas que des méthodes guérilla sont inutiles, mais il faut comprendre ce que ça cache derrière quand vous faites du guérilla et à quoi vous vous engagez quand vous faites du guérilla. Alors, pour crever l'abcès, moi parce que je fais aussi du guérilla, je vais vous proposer tout de suite quelques méthodes un peu guérilla, et puis on va pas s'attarder sur mes talents de graphiste. Alors, il y a quelques temps, j'avais fait un atelier, c'est l'atelier UX le plus rapide du monde. Je l'avais publié sur mon blog et je vais vous le présenter. L'atelier se déroule comme ça. Je présente une première photo, celle-là, voilà. Euh, et je demande quels sont les besoins de cette jeune fille. Euh, donc vous pouvez réfléchir 30 secondes à quels sont ses besoins. Mais généralement, les réponses, elles vont du plus terre à terre, genre un tabouret, voilà, à des choses beaucoup plus conceptuelles ou théoriques, du style elle a besoin d'accéder au savoir, elle a besoin elle veut accéder à des livres interdits, des choses comme ça. Puis avec des réponses intermédiaires, il faudrait peut-être qu'elle soit conseillée ou qu'elle soit aidée par un bibliothécaire ou un truc comme ça. Et puis, je continue cet atelier. Je propose une deuxième image, mais je procède un peu différemment. Euh, En fait, je décompose l'atelier en quatre phases, quatre étapes différentes d'observation, d'interprétation, d'expression des besoins, puis enfin de solution. Donc, ça permet en fait au final d'avoir des réponses qui soient beaucoup plus nuancées que simplement de répondre à la question quels sont ses besoins. Donc simplement en faisant ça, vous arrivez déjà à avoir un petit résultat qui va être meilleur que le simple fait de présenter la photo. Alors, le contexte de cet atelier que j'ai fait, c'est en fait dans une réponse à un appel d'offres public. On avait une demi-heure pour présenter notre réponse. Donc, on a fait le choix de faire un atelier, de mettre en application notre démarche, plutôt que de faire une bête présentation avec des slides, des machins, des trucs pour dire qu'on était bon, machin, des trucs bidules. Ben, on a simplement pris le parti de faire aux personnes qui allaient juger notre réponse à l'appel d'offres ce petit atelier. Alors pour la petite histoire, on n'a pas été retenu parce qu'on était un peu plus cher que les autres. Et puis je pense qu'on a un peu aussi cassé le cadre de l'appel d'offres. Et ça, ils n'aiment pas quand on répond un peu à côté de la question. Donc c'est un peu une des difficultés qu'on rencontre encore en design, en UX, notamment en design de service. Vous avez pas mal de fois où dans les appels d'offres, il y a un décalage entre ce qui doit être fait, l'état de l'art, donc ce que vous avez envie de proposer, et puis le contenu de l'appel d'offres, qui est encore un peu sur des bases à l'ancienne, ou typiquement là, dans le cas où j'ai fait cet atelier-là, je pense qu'ils avaient commandé un beau rapport qui allait caler une armoire quelque part, tout simplement. Euh, alors je vais avancer un peu.
il y a une autre méthode qui est très à la mode actuellement, c'est le design sprint. Ça vous parle? Qui c'est qui a déjà entendu, qui c'est qui a déjà entendu parler de design sprint? Ouais, ça fait pas grand monde. Qui c'est qui en a déjà fait? 1, 2, 3, 4. Ouais, bon, alors je vais vous expliquer ce que c'est. Le design sprint, c'est une méthode proposée par Google pour faire un cycle hyper court de conception et de réalisation en 5 jours. Donc vous avez une première journée où vous allez vous fixer les objectifs de votre design sprint en partant de ce que vous connaissez du sujet. Si besoin, vous rencontrez des utilisateurs, vous avez une présentation inspirante, des choses comme ça. Le deuxième jour, vous commencez à esquisser les solutions. Donc l'idée, c'est de concevoir rapidement des choses différentes. Si possible, innovantes, disruptantes. Non, je ne sais pas si ça se dit ce mot. C'est pas grave, je l'aurais inventé pour la peine. Le mercredi, vous décidez, vous essayez. Le jeudi, vous prototypez. Et puis le vendredi, vous testez. Voilà, avec, si possible, quelques vrais utilisateurs. L'idée, c'est de faire vite, d'échouer vite et de recommencer vite. Ça marche globalement pas trop mal. Ça marche si vous êtes sur des périmètres assez petits et assez précis. Le souci avec cette méthode, c'est que ce qu'on vous vend, c'est 5 jours, mais la réalité en tant que designer ou facilitateur de design sprint, en fait, c'est à peu près 3 semaines de préparation, le design sprint, et puis une semaine de restitution, si vous voulez avoir les choses relativement propres. Dans ces design sprints, ce qu'on voit aussi, c'est que la phase prototypée, testée, est souvent un peu bâclée, négligée. Parce qu'en fait, en une journée, c'est très difficile de prototyper quelque chose de performant, d'intéressant ou de complet. Donc en fait, vous allez souvent prototyper un seul parcours utilisateur ou un chemin assez précis ou voilà, quelque chose assez réduit. Et bien sûr, pour tester, vous allez être aussi limité par le temps. Donc ce qu'on voit apparaître maintenant dans certaines entreprises, c'est par exemple des design sprints sur 5 semaines. Donc c'est plus du design sprint, c'est du design marathon. On se retrouve avec voilà, une semaine sur les objectifs, une semaine pour décider et ainsi de suite. Ou ce qu'on voit apparaître aussi, c'est le design sprint qui est utilisé de manière ponctuelle, par exemple tous les mois ou tous les 2 mois, pour relancer un projet, pour l'activer, pour voilà. Et donc en fait, ça devient presque un rite de faire un design sprint à intervalles réguliers pour relancer les choses, faire avancer les projets. Je pense que le design sprint a un peu vécu et qu'en fait, on va voir apparaître quelque chose de nouveau d'ici peu. La mode va sans doute passer. Je sens une petite inflexion sur la mode du design sprint et je prédis, comme c'est souvent le cas, qu'il y a un nouveau truc qui va arriver d'ici peu. Donc je ne sais pas si c'est Google, Facebook ou Apple qui va lancer un nouveau truc de design, mais si vous le savez, je veux bien que vous veniez me le dire, comme ça j'irai le raconter dans les conférences. Alors je vais parler du temps et de l'UX aussi, pour bien situer tout ça. Je regarde en même temps le temps depuis que j'ai parlé. Donc il y a des choses qu'il faut bien comprendre en UX, c'est le lien entre avec le temps et ce que ça induit. Parce que en fait, on travaille sur des humains. Et il y a un truc qui est bien avec les humains, c'est que c'est hautement imprévisible. En fait, c'est ce qui fait toute la richesse de mon métier. Et c'est ça qui est un peu marrant, challengeant. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu des articles scientifiques en UX ou en psychologie ou en psychologie sociale, tout simplement. Il y en a qui ont déjà lu des articles en psychologie sociale ou en UX? Des articles scientifiques? Ok, c'est les mêmes qui ont fait des design sprints. En fait, quand vous lisez un article scientifique en UX ou en psychologie sociale, vous avez ce genre de truc dans le texte qui vous dit que l'effet est hautement significatif sur la variable truc bidule.
à P inférieur à 0.01 ou patati tatala à P inférieur à 0.05. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est P inférieur à 0.01 ou à 0.05? En fait, c'est un truc super important. Ça veut dire que la probabilité que l'effet observé soit dû au hasard est donc non généralisable à la population parente. Donc, ouais, attendez, hop, je vais vous le refaire. Donc, ouais, ça vous donne, en fait, ça vous dit si ce que vous observez, c'est dû au hasard ou pas, tout simplement. Donc, et ça vous donne la probabilité que ça soit dû au hasard. Je ne suis pas super clair, c'est super compliqué cette notion à expliquer à chaque fois. En gros, si vous faites une expérience et que vous avez un résultat, et que votre résultat il est par exemple de P est inférieur à 0.05, ça veut dire que vous avez une chance sur 20 que les résultats soient dus au hasard et pas aux conditions que vous avez mis en place. Voilà. Okay, donc ça veut dire que quand vous allez reproduire l'expérience, vous n'allez pas avoir le même résultat. Donc ça peut être embêtant. Alors le seuil généralement accepté en psychologie et en UX, c'est 0.05, donc ça veut dire qu'en gros vous avez 5% de chance que ce que vous mesurez est dû au hasard. Ça vous donne la validité en fait de votre expérience. Pour diminuer ce seuil, donc pour en fait faire en sorte que ça soit plus valide, il y a une solution, c'est faire passer plus d'utilisateurs. Parce que plus vous augmentez le nombre d'utilisateurs, plus votre expérimentation va être valide, et donc plus ça va être robuste. Et donc la prochaine fois que vous allez faire la même expérimentation, ou qu'un autre chercheur va reproduire votre expérimentation, il va probablement retrouver les mêmes résultats que vous. C'est tout l'intérêt de ce genre d'expérimentation. Mais donc, si vous avez plus de personnes à faire passer dans vos expérimentations, eh ben, ça veut dire plus de temps. Donc, en fait, il y a clairement un lien entre la validité de ce que vous faites, des résultats que vous obtenez, et le temps. Donc, si vous passez une demi-heure dans un Starbucks à faire passer 3 personnes pour valider votre site ou des trucs comme ça, la validité, elle est presque nulle. Voilà. Si vous faites passer 50 personnes en ayant les bons profils correctement correspondant à votre population cible, et ben en fait, vous aurez une validité bien meilleure en termes de résultats. Donc ça, c'était la petite phase un peu théorique qui est peut-être un peu difficile à comprendre. Mais alors, on peut se poser la question aussi, est-ce qu'il y a moyen de contourner ce lien entre validité et temps passé sur de l'expérimentation ou du test? Alors oui, il y a quelques méthodes qui permettent en partie de faire ça. Donc par exemple, je vais vous en proposer 3. Les sondes culturelles. Voilà, c'est un petit truc sympa, les sondes culturelles. L'idée des sondes culturelles, c'est que vous donnez à vos utilisateurs des objets, parfois improbables, pour leur permettant de retracer une activité. Et puis, vous leur donnez, vous les laissez s'en servir un certain temps, que vous avez déterminé, et puis à la fin, ils vous les restituent. Donc en fait, vous avez à concevoir la sonde, la distribuer à vos utilisateurs, ils la remplissent, ça peut prendre une journée, 2 jours, 3 semaines, c'est pas grave, vous en foutez. Pendant ce temps-là, vous faites autre chose, et puis en fait, vous la récupérez et vous traitez les résultats. Donc ça peut être des appareils photo, ça peut être des cartes, ça peut être des petits carnets, ça peut être des cartes postales à envoyer, des trucs comme ça. Il y a plein d'idées différentes dans les sondes culturelles. L'idée, c'est que ça soit un peu stimulant, improbable, et que ça permette à l'utilisateur d'exprimer ses attentes ou son usage. Il y a une autre méthode aussi qui permet de gagner du temps, un peu de temps, c'est par exemple d'utiliser des outils en ligne. Typiquement, c'est le tri par carte. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du tri par carte. Ça permet notamment, oui, alors, on sait les deux là-bas, qui ont fait les design sprints, qui ont lu des études en psycho et voilà, qui ont fait des tri par carte. Ça y est, ils m'ont perturbé. Donc, le tri par carte, ça permet de classer vos rubriques, par exemple, dans un site internet.
Donc, je vous ai mis une petite URL où vous pouvez tester et ressembler à quoi ça sert. L'idée, c'est vous regrouper les cartes par groupe et vous les nommez. Vous faites faire ça à plein d'utilisateurs en l'envoyant juste le lien vers l'outil. Et puis, ça vous donne des résultats comme ça, où ça vous structure l'arborescence de votre site. Donc, ça demande un peu de traitement et des choses comme ça après, mais globalement, c'est assez facile à faire et ça va assez vite. Je vais avancer dans les... Hop, si c'est lancer la vidéo. Voilà. Donc là, il faut regarder la petite vidéo en bas. Vous pouvez faire des tests utilisateurs en ligne. L'idée, c'est un peu la même chose, c'est vous paramétrer votre test. Et puis, vous le lancez, vous l'envoyez à vos utilisateurs. Vous n'avez pas besoin de suivre ce que font vos utilisateurs, parce qu'ils vont le faire en ligne et la plateforme s'occupe de les accompagner. Et puis, vous récupérez les résultats des tests. Donc, ça a des petites limites. Par exemple, là, le monsieur, il met 10 minutes à réaliser la tâche qu'il aurait dû faire en 1 minute. Parce qu'en fait, il est en train de taper la discute avec son collègue à côté. Et en fait, il en a un peu rien à foutre du test qu'on lui a proposé. Mais bon, c'est des petits détails, on s'en aperçoit assez facilement quand on regarde les résultats. L'idée de ces 3 méthodologies, en fait, c'est qu'en fait, comme vous les faites à distance ou comme ça, vous avez moins de temps passé sur le projet pour l'UX designer. Vous améliorez la validité parce que vous pouvez l'envoyer à pas mal de monde. Mais en termes de planning, ça ne va pas forcément changer grand-chose. Parce qu'en fait, vous avez un temps au départ de conception du test. Vous l'envoyez aux utilisateurs qui vont le faire, mais il faudra attendre qu'ils le fassent. Et puis, à la fin, vous récupérez les résultats et il faut les traiter. Alors, ce qui est aussi important à considérer, c'est le temps vis-à-vis des utilisateurs. Il y a un bon exemple pour ça, c'est l'A/B testing. Donc, je ne sais pas si... non, je ne vais pas vous demander si vous avez déjà fait de l'A/B testing. Il y a 2 gars là-haut qui vont répondre oui. L'A/B testing, l'idée c'est vous êtes sur un site en production. Vous allez avoir une condition de référence, c'est la condition A. Et puis vous allez avoir une condition de test où vous changez un ou plusieurs trucs. Donc typiquement, ça peut être la position ou la couleur d'un bouton, ça peut être voilà, des blocs qui ont changé de place. Tout ça, c'est en production. Et donc, vos utilisateurs, quand ils arrivent sur le site, ils sont orientés aléatoirement, soit vers votre condition de référence, soit vers la condition de test. Et puis, vous mesurez certains indicateurs, donc ça peut être taux de conversion, panier moyen, enfin les trucs classiques qu'on peut trouver sur des sites. Ça vous donne une courbe comme ça, donc celle-là je l'ai faite un peu au pif, mais ça vous donne une idée, tout simplement. Donc vous voyez votre condition test, et puis qu'est-ce que je dis ? La condition de référence et la condition test. Alors, l'idée, une fois que vous avez lancé votre A/B testing, c'est de savoir si les résultats que vous regardez sont valides ou pas. On est toujours sur cette histoire de validité en termes d'expérience utilisateur. Donc pour ça, on va faire un test du T2. Ouais, c'est des gros mots. Mais c'est parce que je suis un petit complexe. Il y en a qui montent plein de codes JS et je sais pas trop quoi. Donc là, je voulais vous montrer des trucs un peu compliqués aussi. Non, mais en fait, alors pour tout vous dire, si vous n'êtes pas trop calé en stats, vous allez sur l'adresse là, et en fait, il y a un petit calculateur automatique qui vous fait le résultat du T2 tout simplement. Alors, est-ce que l'effet observé dans mon A/B testing est dû au hasard la première semaine? Eh bien, avec les chiffres que j'ai rentrés, la première semaine, il me dit c'est pas significatif. Donc ton effet, on ne peut pas te dire si, si c'est un vrai effet ou si c'est juste les gens qui sont arrivés dessus et que voilà, c'est comme ça. Alors on peut se dire, bon, je vais continuer, je vais faire une deuxième semaine. Donc la deuxième semaine, j'ai les gens de la première semaine plus ceux de la deuxième, donc ça fait 200 personnes, donc ça fait plus de monde. Et donc, comme j'ai augmenté le nombre de personnes, eh ben, j'arrive à une solution qui est significative. Hop, significative. Tac, on me dit, ah, le 1 est plus successful, plus réussi que le 2. Bon, ça tombe, manque de peau. C'est ma condition de référence. Alors on peut se dire,
On peut s'arrêter là, c'est significatif et tout. Mais ça veut dire que la solution que j'avais créée en plus, ben en fait, elle n'est pas meilleure. Alors, en fait, si on regarde la courbe, hop, on peut encore attendre un peu aussi. Et puis en fait, notamment si vous êtes sur un service que les gens utilisent de manière régulière, type, je sais pas, j'avais un exemple comme ça de chez Mythic, type site de rencontre où les gens en fait se connectent 2-3 fois par semaine sur le site et l'utilisent un peu de manière récurrente. Donc en fait, les gens vont mettre du temps à s'habituer et à comprendre le nouveau fonctionnement que vous leur proposez dans la condition de test. Donc il faut leur laisser le temps d'appréhender cette nouvelle interface. Donc si vous arrêtez votre A/B testing au bout de 2 semaines, en fait, vous n'allez pas voir la mise en place de votre nouvelle interface, vous allez être juste dans la phase d'apprentissage de cette nouvelle interface. Et donc, c'est normal que les gens soient moins performants dans cette phase d'apprentissage qu'une fois qu'ils l'auront apprise. Et donc, l'idéal, si vous êtes sur cette logique-là, eh ben, c'est de continuer. Par exemple, sur les 3 semaines suivantes, vous pouvez vous apercevoir que, en fait, non, c'est la condition D qui est plus satisfaisante que la condition A. Voilà. Donc l'idée, c'est de laisser le temps aux utilisateurs d'apprendre, de s'habituer aux changements que vous avez faits, et donc de ne pas couper trop rapidement votre A/B testing en vous disant non, ça ne marche pas. Voilà. Donc encore une fois, il y a cette notion de temps qu'il faut laisser à l'utilisateur pour qu'il s'approprie les modifications que vous avez faites, et ça lui prend un certain temps, entre guillemets, suivant la complexité et l'ampleur des changements que vous avez faits. Alors, j'aimerais bien aussi vous parler du temps qu'il faut pour concevoir ou co-concevoir une des interfaces ou une expérience utilisateur. J'aime bien ce petit schéma quand on parle d'agilité et du X. La meilleure organisation en termes d'agilité et du X, c'est d'avoir d'un côté vos équipes de dev et puis de l'autre côté vos équipes UX. Et en fait, il faut que l'équipe UX travaille avec 1 ou 2 cycles d'avance sur les types de développement. Comme ça, elle va transmettre en amont la conception et puis elle va récupérer après ce qui a été produit pour le tester. Ça ne marche pas si vous mettez les équipes UX et dev sur le même cycle, parce qu'en fait, les devs ont besoin de la conception pour commencer leur cycle, tout simplement. Il y a aussi un petit souci là-dessus, c'est qu'en fait, le cycle 0, là, le travail préliminaire, en fait, en termes d'UX, c'est une phase qui prend pas mal de temps, parce que c'est la phase où vous allez commencer à aller voir les utilisateurs. Donc il faut prendre des rendez-vous, il faut comprendre leurs besoins, il faut peut-être faire des ateliers, peut-être faire des entretiens, peut-être mettre en place des sondes culturelles comme je vous ai montré tout à l'heure. Tout ça, ça prend du temps. Tout simplement parce qu'il faut aller voir les gens, il faut prendre des rendez-vous, tout ça, c'est la vraie vie. Et ça, c'est incompressible. Vous pouvez même travailler à plusieurs dessus, de toute manière, vous n'irez pas beaucoup plus vite. C'est le temps d'aller voir du monde. Donc ça peut s'organiser un maximum en amont, mais au minimum vous pouvez y passer 1 mois, voire plus, sur tous ces aspects qui sont pourtant essentiels pour partir dans la bonne direction après. Ce qui n'empêche pas qu'une fois que les développements sont en route, vous pouvez aussi continuer un certain nombre de choses. Par exemple des tests utilisateurs ou de l'expérimentation ou des choses comme ça. C'est pareil, les tests utilisateurs, il va falloir les prévoir en amont pour pouvoir, par exemple, convoquer des gens pour passer les tests, les recruter, les faire venir. Donc ça c'est pareil, ça vous prend minimum 15 jours pour trouver les bonnes personnes et leur dire hey, venez tel jour, telle heure. Voilà. Donc ça, il faut se coordonner, par exemple, avec les devs aussi, qu'on soit sûr qu'au jour J, où on a convoqué les utilisateurs, ils soient capables de nous fournir une interface qui fonctionne sans bug. Parce que le but, c'est pas de tester les bugs, c'est de tester un truc qui marche normalement, même si de temps en temps on repère des bugs. Voilà.
Mais donc tout ça, on peut s'organiser pour que ça se déroule à peu près correctement, en ayant à l'idée qu'il y a des tâches qu'il va falloir prévoir en amont. Il y a des choses qui peuvent durer longtemps si vous avez mis en place de l'expérimentation type A/B testing ou comme ça. Et puis il y a des phases aussi où vous pouvez gagner du temps quand vous faites de la co-conception et que vous mettez tout le monde ensemble dans une salle pour les faire travailler. Dans ces cycles de conception, il y a, comme je disais, des phases de conception pure et dure. Ça peut être design sprint, ça peut être autre chose. Où vous allez produire et vous concevez ensemble. Et puis, il y a aussi des temps individuels de travail. Et puis, des temps d'échange informels. Avec un peu d'expérience, moi, je pense que ces temps d'échange un peu informels, ces temps de réflexion, ces temps où le projet mûrit, c'est là où, en fait, les bonnes idées émergent. C'est pas forcément la première idée qui est la bonne. Moi, j'ai un peu l'impression, avec l'expérience, que en fait, la première idée, la première solution que vous proposez, elle est simplement médiocre. Enfin, c'est-à-dire suffisante pour satisfaire le client, mais en fait, vous pouvez faire mieux, quoi. Voilà. Et donc, il faut du temps pour réfléchir aux solutions que vous avez proposées et arriver à critiquer vos propres solutions. Personnellement, mes meilleures idées, en fait, je les ai souvent en faisant autre chose que de l'UX et de la conception. Je les ai typiquement en faisant du sport, que ce soit du surf ou de la course à pied. C'est dans ces phases où je ne réfléchis pas vraiment au sujet que j'arrive à avoir les bonnes idées. Et en fait, pour conclure, j'aimerais vous partager une impression que j'ai depuis quelques années. Il y a des fois, j'ai un peu l'impression de faire n'importe quoi, ou de faire les choses un peu de manière aléatoire. Je ne sais pas comment dire ça, mais ça me semble, ça peut sembler en fait peut-être de l'extérieur pas forcément très cohérent. Il y a un moment où il faut un peu oublier tous les aspects techniques dont je viens vous parler, là, de validité, de trucs bidules, de méthodologie. Et puis, en fait, en laissant un peu le temps, peut-être en travaillant sur un autre projet pendant une semaine, eh ben, ça laisse mûrir les idées. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'ai un déclic et je me dis, mais putain, c'est ça qu'il faut que je fasse là. Et pas le truc un peu médiocre que j'avais fait avant, où le client a dit oui, parce qu'en fait, je l'ai bien vendu. Et donc, en fait, ce temps d'appropriation du projet est important pour moi pour qu'à un moment, trouver le déclic et trouver la bonne solution. Et à partir de ce moment-là, ben, quand j'ai trouvé la bonne solution, généralement, elle est robuste à toute épreuve et elle va parfaitement s'adapter aux besoins des utilisateurs et aux besoins du client. Alors, je vous ai mis cette petite image de Dirk Gently. Je ne sais pas si vous connaissez la souris. La souris. Excusez-moi. C'est la fin. La série Dirk Gently, il est détective holistique. Et en fait, on a un peu l'impression qu'il fait n'importe quoi. Mais à un moment, il sauve le monde en fait sans le vouloir. Alors, je ne vais pas vous dire que je vais sauver le monde, hein, mais j'aimerais simplement être un peu comme lui. C'est être un designer holistique. C'est en fait faire un certain nombre de choses qui peuvent sembler un peu incohérentes à l'extérieur. Et puis, à un moment, trouver la bonne solution pour les utilisateurs. Voilà. Eh ben, merci. Si vous avez des questions.